moi je suis Michel Larive, ancien député LFI de l'Ariège, éjecté par une mafia allant des dissidents socialistes au Rassemblement national. Je suis accompagné à ma gauche de Clara Deville, qui est chargée de recherche en sociologie au laboratoire Césaire à l'INRAE, Julien Mignaca, qui est conseiller fédéral d'Europe Écologie Les Verts et qui est co-animatrice du groupe de travail Ruralité à Europe Écologie Les Verts. Et un peu plus loin, là-bas, Sébastien Rome, qui est député de la 4e circonscription de l'Euro. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis très très heureux de constater que la ruralité devienne une thématique dont on parle de plus en plus dans notre mouvement et qui intéresse de plus en plus de monde. Alors, on va tenter, aujourd'hui, pendant cette heure et demie, de tracer quelques sillons vers un discours positif de cet espace qui fait vivre, cet espace qu'est la ruralité. On va commencer par des prises de parole de tous les intervenants. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais commencer. Et ensuite, je passerai la parole. Et ensuite, après ces quatre interventions, il y aura un temps d'échange avec vous. Alors, c'est génial, hein, vous êtes très 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 nombreux, mais il y a une contrainte. Ça veut dire que quand vous allez prendre la parole, je vous demande d'être succinct. Alors souvent, les questions que vous posez ne sont pas des questions, des témoignages. Imaginons que vous témoignez pendant 30 secondes et que pendant la minute qui suit, vous posiez la question. Voilà, comme ça, tout le monde pourra essayer de participer, le plus de monde possible pourra essayer de participer. Alors en fait, cet espace qu'est la ruralité, il est en fait quasiment inconnu de beaucoup de responsables politiques, et je crois que Clara va nous en parler aussi. C'est pas une accusation, hein, ce que je dis, mais c'est un fait. C'est un fait qu'on peut expliquer d'ailleurs, parce que la plupart des politiciens dits bankable, ceux qui passent sur les médias mainstream et tout, sont souvent des métropolitains et n'ont de la ruralité que ce que leur retournent quelques images soit des médias ou des dires que de certains. Il n'y a pas une construction d'un discours véritablement construit, alternatif sur cette ruralité. Et les médias, eux, accompagnent cette ignorance en véhiculant des clichés éculés du type la campagne, c'est là où on va en vacances. On trouve des agriculteurs qui sont à la FNSEA, voilà, et des chasseurs, et quand on lève les yeux la nuit, on voit les étoiles. Voilà, donc à partir de là, c'est pas faux, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses et on va vous en parler. Alors l'idée, c'est vraiment quand même de contrer ce genre de clichés, parce que quand même, ils servent qui ? Ils servent les baronnies locales, celles qui ont fait qu'on n'a pas plus de députés à l'Assemblée nationale et qui nous ont virés, Bénédicte et moi. Ces baronnies locales, elles peuvent être de droite ou de gauche, hein, je vous rassure. Elles servent aussi à notabiliser l'extrême droite, qui surfe, elle, sur ces thématiques. C'est tellement d'un niveau... Il ne faut pas trop réfléchir, ça suffit pour un cerveau d'extrême droite. Et donc, à partir de ce moment-là, ils surfent là-dessus. Et ce triptyque-là, les mafieux locaux, de droite ou de gauche ou de l'extrême droite, ils n'ont pas besoin de propositions politiques. Il leur suffit de surfer sur ces clichés et ça suffit. Après, on fait du localisme et ça suffit pour pouvoir engranger des voix. Alors, là où les ruralités, c'est autre chose en fait. Hein. Déjà, moi je viens d'Ariège, donc je vais en parler un tout petit peu. En Ariège, au hasard, c'est 11% de la population qui vit de l'agriculture. Alors il y a des agriculteurs et c'est tant mieux, mais 11%. Et dans le Lot, c'est 6%. Ce sont pourtant des départements ruraux. Alors ça veut dire qu'il y a 89% ou 94% des gens qui font autre chose. C'est quand même pas une paille, 94%. Hein. Alors quand ils sont agriculteurs, croyez-moi qu'ils ne sont pas tous à la FNSEA. En Ariège notamment, ils sont souvent chez nos camarades de la Confédération paysanne et ils ont raison. Voilà. L'Ariège, c'est quoi ? Quand on fait le constat du sentiment que peuvent avoir les ruraux, comme peuvent l'avoir les gens des quartiers populaires, c'est le sentiment d'abandon
dû notamment au désengagement de l'État, à la casse des services publics, la fermeture des services hospitaliers d'urgence, vous l'avez entendu, là, dans les petites villes, ils ferment tous les trucs d'urgence. En Ariège, nous n'avons plus qu'un seul pôle, et encore, je ne sais pas si Foix, Lucas, dis-moi, si Foix est ouvert 24 heures sur 24, je ne suis pas sûr. Sinon, tous les autres, les 2 autres hôpitaux, eh bien, sont fermés, les urgences sont fermées ou n'ouvrent que la journée. Alors, bien sûr, les maternités. Et donc ce sont des services qui ferment et des fois des hôpitaux entiers. La fermeture des écoles, bien sûr, avec les concentrations scolaires. Ça, c'est pas seulement Macron, hein, ça vient de Hollande notamment, hein, qui fait les concentrations, vous savez, le socle, le machin, tout ça, et qui dit bon, on va mettre l'école primaire à côté du collège qu'on mettra à côté du lycée. Et donc voilà, et tout ça, c'est à 50 bornes du collégien ou du lycéen qui lui habite par exemple la montagne en Ariège. Et la métropolisation subie, celle qui engendre des recentralisations des infrastructures et surtout des moyens financiers. Nous, là, nous trois, on est de la région Occitanie. On a la chance d'avoir 2 métropoles. Bon, une grosse, Toulouse, non, mais c'est une plaisanterie, bien sûr. Et Montpellier, ben, ça veut dire que les subsides, les moyens structurels et les moyens financiers, quels qu'ils soient, et notamment dans la culture, c'est 80-90% pour ces métropoles et alentours, et après le reste, on distribue ce qui reste sur le reste du territoire de l'Occitanie, qui est une très grande région au niveau géographique. Hein? Ah oui, merci Delga au passage. Non, la paupérisation des centres-bourgs organisée effectivement par la disparition notamment des services de proximité, au profit de grands ensembles commerciaux en périphérie des villes, des petites villes moyennes. Alors pas seulement les commerces, mais aussi les administrations. Je ne sais pas chez vous, mais nous, ils ont la géniale idée de virer le pôle emploi du centre-ville où les gens allaient vers la périphérie des trucs où les gens n'iront plus. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Alors après, c'est pas la faute des commerçants proprement dit. Les commerçants, moi, quand je suis député, je vais le voir, je leur dis pourquoi vous barrez du centre-ville pour aller là? Et parce que les clients, ils vont là. Hein. Puisqu'on a mis des pôles commerciaux là-bas, et ben nous, on a suivi les clients qui vont là. Donc on est dans les galeries marchandes des grands ensembles Leclerc et machin. Voilà, donc l'idée, hein, bien sûr, nous, on a des propositions là-dessus. Et c'est déjà des moratoires sur ce genre de développement, pas seulement pour l'artificialisation des sols, mais juste pour retrouver du sens au lieu de vie. Au lieu de vie. Le lieu de vie, c'est là où les gens vivent. En 2017, entre 2017 et 2014, l'emploi privé, il a chuté de 5,8% en ruralité, contre moins 0,8% en zone urbaine. 80% des ménages qui arrivent et qui s'installent en zone rurale depuis 1990 ont des revenus modestes. Ça, c'est des sources INSEE. Et puis, nous avons dans cet espace-là ce qu'on appelle la mobilité contrainte. Et si les gens ne sont pas tous d'accord, mais si, il y a une mobilité contrainte. Oui, effectivement, on a les mêmes problèmes que les quartiers populaires, mais dans certains endroits, dans les quartiers populaires, des trains arrivent, ils sont délabrés, ils arrivent en retard. Nous, on n'a pas les rails. Donc voilà, vous comprenez le truc, la différence, alors qu'on les avait, hein, mais on ne les a plus, les rails. Donc le train, on peut l'attendre longtemps. À partir de ce moment-là, nous, oui, j'avais noté, chez nous, là où il y avait des rails, ils ont fait des voies vertes. Mais c'est très bien, les voies vertes. Super, mais on n'a plus de rails. Du coup, il n'y a plus de transport. Voilà. Mais c'est très bien, pourquoi pas les voies vertes. Mais maintenant, si jamais on voulait redévelopper un trafic ferroviaire, il faudrait repréempter, il faudrait réexproprier, ce serait un sacré bordel, quoi. Alors qu'au moment où on l'avait, il suffisait juste de le garder. La fracture numérique, bien entendu. Moi qui habite une mégalopole de 90 habitants en montagne, on m'a dit « mais vous l'aurez, vous, bientôt, en 2030 ». Bon, ben voilà. Et par contre, c'est une affirmation de Macron, maintenant, aujourd'hui, c'est que tout le monde doit avoir Internet à la maison, la fibre. Bon, voilà. Et puis, pour les élus, la dotation générale de fonctionnement qui est donnée par l'État aux élus, eh bien, les habitants ruraux, leur dotation en moyenne, c'est 64 €. Et pour les habitants d'une agglomération, d'une métropole, c'est 128 €. C'est le double. Et ces critères-là, ce sont des critères qui sont juste établis sur la démographie. Donc, ce sont des critères qui sont complètement obsolètes. Par exemple, pour la voirie, si vous prenez des villages, où que ce soit, mais des villages en montagne, faites 10 km de voirie
en montagne et 10 km sur le plat. Ce n'est pas du tout le même prix. Il va falloir des ouvrages d'art en montagne, ça va coûter 10 fois plus cher. Alors, donner des subventions suivant des critères démographiques est complètement dépassé. Il va falloir trouver d'autres critères. Il va falloir absolument trouver d'autres critères. Enfin, c'est là que, pourtant, nous, là, je vous fais juste le constat, mais l'idée, c'est de dire que pourtant, cet espace-là, c'est l'espace qui fait vivre et sûrement l'espace des possibles, parce que c'est l'espace majeur de la transition écologique, dans tous les domaines. Dans l'agriculture, bien sûr, dans l'agriculture, mais aussi dans le logement, les transports, puisqu'il y a plus de lignes ferroviaires dans certains endroits. Nous, en Ariège, on a une ligne qui traverse, et puis après, on n'en a plus d'autres, alors qu'il y en avait pas mal. Il y a des départements où peut-être il n'y a pas de ligne du tout. Il va falloir donc inventer, mais par rapport à des spécificités locales, un transport public. On en a parlé hier sur les ateliers, des propositions qui ont été faites, qui sont assez intéressantes. Et puis, le foisonnement culturel, le puits de carbone, on a des obligations internationales, notamment par rapport au rejet de CO2 et par rapport à d'autres conventions que nous avons signées au niveau international. Eh bien, la ruralité, c'est quand même l'espace des puits de carbone, c'est l'espace de la biodiversité. Et puis, c'est l'espace des énergies renouvelables. On est dans la transition énergétique, transition écologique, transition énergétique. Cette transition énergétique, on va pouvoir la faire effectivement peut-être dans les centres urbains, mais l'espace existe en ruralité, pourvu qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Il ne faut pas exproprier un agriculteur, la terre est fertile, pour y faire des champs photovoltaïques. C'est une aberration. Il faut considérer l'énergie renouvelable pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil de production d'énergie, et non pas un outil de spéculation foncière. Chez nous, il y a des associations anti-éoliennes, je peux les comprendre. Le problème, c'est que l'éolien, pour l'énergie renouvelable, c'est très bien. Seulement, quand on vous dit que le besoin, il est, par exemple, de 5 éoliennes et qu'on propose d'en implanter 25, ben vous faites de quelque chose qui est plutôt sympa à la base une nuisance. Et cette nuisance, elle est due par le fait que chaque plot rapporte, soit au privé ou à la commune, entre 6 et 12 000 euros chez nous. Chaque plot pour y mettre une éolienne. Le budget de ma commune, c'est 100 000 euros. Comprenez que si jamais il y a une dizaine d'éoliennes qui se pointent, voilà. Heureusement qu'on a un maire et les filles et que lui, il a compris qu'il ne ferait pas ça. Donc à partir de ce moment-là, voilà, si on traite le problème énergétique par la solution du besoin énergétique, il ne devrait pas y avoir tant de problèmes que ça. Si on le traite par l'opportunité d'une spéculation foncière, alors oui, on va avoir de très très gros problèmes. Et puis l'industrie existe, on veut une relance industrielle, une industrie responsable. Quelle industrie on va faire? Et puis où on la met? On ne la met pas dans des endroits où on a des zones qui sont dédiées à d'autres activités, soit touristiques, soit des espaces protégés en biodiversité, soit des espaces agricoles. Il y a des jachères industrielles un peu partout maintenant. Eh bien, on met des zones industrielles dans les zones dédiées à l'industrie déjà, pour commencer. Et puis une industrie responsable par rapport à ses rejets et par rapport à sa consommation énergétique, bien entendu. Et responsable socialement aussi, c'est pas mal. Et surtout, la ruralité, c'est aussi l'endroit où on peut faire des tentatives altruistes, notamment d'autres manières de vivre ensemble par des politiques altruistes. Et je sais que dans mon appartement, on a la chance de voir arriver des jeunes gens qui tentent des expériences de co-farming, de choses comme ça, qui deviennent très intéressants. Et le résultat fait que ces gens-là arrivent à vivre plus dignement que des gens qui sont toujours, et malgré eux souvent, inscrits dans une agriculture conventionnelle qui les prend à la gorge. Et donc, ces expériences-là, on peut les faire très aisément, je parle de l'agriculture, mais c'est dans d'autres domaines aussi, on peut les faire beaucoup plus aisément, notamment en ruralité. Alors, à contrario de la politique discriminatoire menée à l'encontre des zones rurales, il faut absolument, parce que c'est une politique discriminatoire effective, selon le fait de la loi de 2008,
qui indique deux formes de discrimination, la discrimination directe due au genre et à autre chose, à la couleur de peau, à la religion et des choses comme ça, et puis la discrimination indirecte. Et dans la discrimination indirecte, il y a le territoire. Le fait d'être dans un territoire vous discrimine par rapport à d'autres endroits. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'à TVA égale, on n'a pas les mêmes services publics. Hein. Il s'agit aussi donc en aucun cas, bien entendu, d'opposer les urbains aux ruraux, mais tout simplement de garantir l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire national. Alors, il s'agit de signifier que la ruralité, par son espace et sa diversité, ne fait pas partie des problèmes structurels de la France. Bien au contraire, c'est qu'elle peut être souvent la solution à ces problèmes structurels. Voilà pour ce que je voulais dire, et maintenant je vais distribuer la parole. Alors pour commencer, l'idée c'est d'essayer de construire, effectivement vous l'avez compris, un nouveau discours qui soit pas non plus... voilà, le genre on est des invisibles, on va tous mourir et tout ça, à un moment donné il faut vivre. Donc on va essayer de construire un discours d'espoir. Et je vous ai montré dans la fin de mon propos qu'il y avait matière à pouvoir construire un discours d'espoir. Et alors, déjà, pour commencer à construire ce nouveau discours sur la ruralité, il faut informer. Il faut dire qui est qui. Alors Clara, je me tourne vers toi et je vais te poser la question, qui sont les ruraux et qu'est-ce qu'ils font ? Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, merci pour les mots d'introduction, merci pour l'invitation. Je finis juste de me présenter rapidement. Donc, je suis sociologue. J'ai fini une recherche là sur les inégalités d'accès au RSA en milieu rural, ce qui, je pense, me vaut l'invitation à être ici. Donc j'ai eu l'occasion d'étudier un thème qui est relativement peu observé par les sociologues, mais aussi assez peu observé dans le champ politique et médiatique, la pauvreté en milieu rural. Donc, voilà. Donc moi, je suis plutôt spécialiste de la pauvreté en milieu rural, mais je peux aujourd'hui tenter l'exercice de proposer des pistes de réflexion pour définir ce que c'est que la ruralité, sachant que ça a déjà commencé à être évoqué, mais il y a plein d'idées fausses et de pièges à penser qui circulent quand on parle d'espace rural. Déjà, il y a spontanément, on associe la ruralité avec l'agriculture, sauf que bien sûr, ce constat n'est plus vrai, ou plus tant vrai. Je crois que dans les chiffres de l'INSEE, il y a 4% d'agriculteurs en France, et dans les milieux ruraux, il n'y en a pas. Dans mon étude, je l'ai faite en Gironde, il y a moins de 7% d'agriculteurs en Gironde, donc on n'est pas sur c'est pas un territoire agricole. L'autre représentation qui vient très spontanément quand on parle de ruralité, c'est l'opposition avec les mondes urbains. On pense l'espace et le territoire français comme deux parties séparées. D'un côté, il y aurait des ruraux qu'il faudrait tâcher de définir qui sont les ruraux, et de l'autre côté, on aurait les urbains. Et c'est assez surprenant parce qu'on ne se pose pas la question de qui sont les urbains. On me pose la question, enfin, je ne compte plus le nombre de journalistes qui me posent la question de qui sont ces gens-là, qui sont les ruraux. Donc ça, c'est une énigme, mais on ne se pose pas la question de qui sont les urbains, et pourtant il y aurait aussi... Et donc, tenter de répondre à cette question-là, c'est d'abord tenter de combattre ces deux représentations. Donc la ruralité, ça n'est pas synonyme d'agriculture, et la ruralité, ça n'est pas non plus l'opposition à la ville. Ça n'est pas uniquement ces deux images-là. Donc une fois qu'on a dit ce que ça n'était pas, on est toujours un peu embêté pour dire ce que c'est, surtout que en bonne sociologue, je vais vous répondre c'est plus compliqué que ça, ce qui n'aidera personne, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin et de vous proposer quelque chose qui ne vient pas de moi, mais que j'emprunte à des collègues, des réflexions sur la ruralité qui viennent de recherches récentes. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que la difficulté à penser la ruralité, elle est présente non seulement dans nos esprits, dans le sens commun, mais elle vient de
quels outils on a pour penser et observer le monde qui nous entoure, et notamment quels outils statistiques. Et ces pièges à penser qui entourent la ruralité sont notamment bâtis par la statistique publique et par l'INSEE. Si on regarde un petit peu comment est-ce que l'INSEE définit la ruralité, alors la définition a changé en 2020. Jusqu'en 2020, était rural tout ce qui n'était pas de la ville. La ville, l'urbanité étant un ensemble de plus de 2000 personnes avec des bâtiments contigus. Donc quand on n'est pas dans cette définition-là avant 2020, on est dans un espace rural. Donc avant 2020, la ruralité, c'est le négatif de la ville. On définit, on circonscrit les villes, et puis en dehors de la ville, on a les campagnes. Depuis 2020, la question a évolué et on est passé à une définition de l'INSEE qui se base sur les aires d'influence urbaines. Donc c'est un peu plus sophistiqué, mais on reste toujours sur le rural et le négatif de la ville, c'est-à-dire ce qui est défini comme de la ruralité, c'est ce qui est hors des aires d'influence urbaines, aires d'influence qui sont économiques, qui sont liées au marché de l'emploi, etc. Mais on reste sur une difficulté à penser le rural en tant que tel, par ses caractéristiques propres, puisqu'on a toujours comme point de référence dans la définition, dans la statistique publique, le monde urbain. Donc voilà, donc toujours un rural en creux, à l'inverse, etc. Ce qui explique à mon avis pourquoi, voilà, étant donné qu'on a ces lunettes-là pour regarder la ruralité, tous les journalistes qui m'appellent me disent mais qui sont ces gens-là? Parce que vu que c'est les autres, ceux qui sont... du coup, qui sont-ils? Alors, pour combattre cette forme et en plus, je pense que, mais j'y reviendrai peut-être dans les questions, ces définitions, ces représentations de la campagne fondent des problèmes politiques notamment, puisque ça fonde tout ce qu'on entend sur la fracture territoriale, sur la France périphérique, etc., etc. Et il faut essayer de complexifier un petit peu notre représentation des espaces ruraux. Donc si on essaye de comprendre ce que sont et qui sont les gens qui occupent les espaces ruraux, on peut s'appuyer sur un livre de mes collègues, un livre qui est sorti en 2019, qui s'appelle « Monde ruraux et classe sociale », que vous trouverez... je pense qu'il est dans toutes les bonnes librairies, et qui propose de replacer la ruralité ou les espaces ruraux dans la stratification sociale, en observant une chose toute simple, c'est qu'en fait, les espaces ruraux se caractérisent par une surreprésentation massive des classes populaires. Il y a beaucoup plus de classes populaires dans les espaces ruraux qu'en ville. Je pourrais vous donner des chiffres, mais je ne vais pas perdre trop de temps. Comment ça s'explique? De manière très simple. Dans les espaces ruraux, on observe aussi ce qu'on appellera j'arriverai pas à le dire, mais c'est dur, ouais. L'univocité économique, c'est-à-dire qu'en général, il y a un secteur du marché du travail qui est leader. Donc, par exemple, ça peut être l'industrie, ça peut être l'agriculture, il y a un secteur en pointe, et on n'a pas les employeurs des classes moyennes, des classes intellectuelles et des classes supérieures qui sont, eux, situés en ville. Donc, bien sûr, mécaniquement, on a une surreprésentation des classes populaires dans les espaces ruraux. Donc, déjà, l'espace rural, il est populaire. Deuxième élément, si l'espace rural il est populaire, mais tu l'as évoqué en introduction, c'est aussi un espace où on observe des poches de pauvreté très importantes. Alors, statistiquement, l'INSEE va dire dans les mondes ruraux, il n'y a pas de surreprésentation de la pauvreté. Sauf que ça, c'est en fonction d'une échelle de statistiques qui n'est pas assez fine pour saisir les poches de pauvreté qui peuvent se former par certains endroits, dans certaines petites villes, et qui sont le fait de migration de la précarité, donc de gens qui s'en vont des pôles urbains, devenus trop chers, la gentrification, etc., et qui vont se retrouver de plus en plus loin dans les campagnes, et ces gens-là sont des gens qui sont faiblement diplômés, qui vont arriver dans un marché de l'emploi qui est déjà fortement doté de personnes faiblement diplômées, et qui vont donc
aggraver les déséquilibres des marchés de l'emploi locaux et donc générer ainsi, ces mouvements de population génèrent des poches de pauvreté importantes. Mon territoire d'études, donc la Gironde, enfin un coin de la Gironde qui s'appelle le Libournais, il y a des poches de pauvreté localisées, donc dans des cantons, où on observe des taux de pauvreté à plus de 40%. Donc il y a vraiment une question de pauvreté aussi dans les espaces ruraux. Pour finir, j'arrive au... Ça va les espaces ruraux sont aussi un lieu de transformation des services publics et de l'intervention de l'État. Là, évidemment, je parle donc de mes recherches, je parle du retrait des services publics dans leur ensemble. Et plus globalement, le retrait ne suffit pas à donner à voir ce que fait l'État en milieu rural, mais ces transformations complexes qui sont à la fois la fermeture des guichets, donc dans les endroits où il y a le plus de classes populaires et où il y a des poches de pauvreté importantes, et la numérisation des voies d'accès aux droits sociaux notamment, mais pas que. Maintenant, on a aussi la numérisation des voies d'accès aux consultations médicales, etc., etc. Enfin, je pourrais y revenir. Mais du coup, on a un ensemble de processus que j'ai qualifié dans d'autres papiers d'absurdes, où dans des espaces populaires, on retire les services publics qui sont pourtant dédiés à ces classes populaires exposées au risque de pauvreté. Voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais juste dire sur les espaces ruraux, c'est penser l'espace rural, non pas en opposition à la ville, mais par ses caractéristiques propres. Donc moi, j'ai parlé des problèmes qui s'y rencontrent, et de la composition sociale de ces territoires, et donc peut-être de ses besoins. Voilà, ça peut être une piste de réflexion. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup. Alors, à Europe Écologie Les Verts, Julien, vous avez aussi une réflexion sur un discours alternatif sur la ruralité, et il existe notamment certains clivages inutiles et délétères qui se construisent à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup à la France Insoumise pour nous avoir invités à cette table ronde et à Michel pour l'avoir organisée. Avec Caroline, pardon. Moi, concrètement, là, je vais vous parler de deux choses, évidemment, de ce groupe de travail ruralité qu'on a mis en place à Europe Écologie Vert il y a un peu moins d'un an maintenant, dont l'objectif est de donner toute leur place aux ruralités, suite au constat justement que peut-être on avait trop de représentation urbaine. Et ce sera aussi pour moi l'occasion de vous parler d'une expérience, notamment j'ai été candidate sur la 3e circonscription de l'Hérault, qui est intéressant comme territoire parce qu'il est extrêmement représentatif de la France, avec une partie métropolitaine, périurbaine et rurale. Et où finalement, ce qu'on voit sur ce territoire-là, comme dans d'autres endroits, c'est un clivage ruraux-urbains extrêmement présent, extrêmement clivant, et qui s'exprime aussi dans les urnes. Pour vous donner l'illustration, on fait 47% au second tour, près de 74% dans les bureaux de vote montpelliérains, donc en centre-ville, et un peu moins de 35% dans la commune la plus éloignée de la métropole, à plus d'1 heure de route. Et concrètement, le clivage est très marqué. Et donc la question c'est, ce clivage, il se retrouve aussi d'une manière générale dans les élections. On a pu le voir aux dernières municipales, où notre camp a remporté pas mal de villes, que ce soit Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble et d'autres, Poitiers. On retrouve ce clivage aussi aux dernières législatives, puisqu'on a plus de députés issus des milieux métropolitains que des milieux ruraux. Donc la question qu'on se pose de manière très présente, c'est comment on fait ? Comment on fait, et surtout que là, ça fait un moment que ça dure, mais c'est encore plus présent cet été dans la presse. Évidemment, l'extrême droite s'empare énormément de ce clivage urbain-rural pour nous mettre dos à dos, alors avec la Macronie, qui a aussi son rôle à jouer, à coup d'écolo-bashing et de Mélenchon-bashing, pour installer un match qui concrètement nous exclut. On s'exclut du champ, ils nous excluent du champ.
pour faire sans nous. Dernier exemple en date un peu marquant qu'on peut soulever, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Verts, au printemps dernier, va en Lot-et-Garonne et le président de la Chambre d'agriculture lui interdit le séjour en Lot-et-Garonne au motif qu'elle est l'ennemie des paysans. Fait choquant, on est d'accord. Évidemment, les chambres d'agriculture sont absolument pas politisées. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui, puisque finalement, la Macronie, le RN, tentent de nous enfermer dans cette opposition-là. Et parfois, notre propre camp tombe dans ce piège tendu et on se retrouve nous-mêmes en difficulté. Un exemple très concret, toujours dans l'Hérault, en janvier dernier, les élus de la métropole, donc qui ont beaucoup plus de place médiatique, les élus écolos de la métropole et animalistes, signent une tribune demandant de réformer la bouvine. Alors, la bouvine, qu'est-ce que c'est ? Puisque c'est très local, la bouvine, on est sur une culture camarguaise très ancrée sur le territoire, une culture autour du taureau, où on ne tue pas l'animal ni on ne le blesse. Il s'agit d'élevage extensif de taureaux, au travers notamment de courses camarguaises. Cette tribune, il la publie sans en informer les militants, les élus du territoire concerné et sans consulter les institutions qui œuvrent comme la Fédération française des courses camarguaises. Et il faut savoir, pour vraiment vous planter le décor, que c'est une culture populaire extrêmement ancrée. C'est-à-dire on commence la saison des fêtes de village de juin à fin août. Dans toutes les fêtes de village, il y a une animation avec un taureau. Toutes. Il y a des militants, FI, écolos qui participent à ça. Ça touche tous les enfants, ça touche tout le village. Le week-end dernier, à la fête de village de Grabel, dont le maire est FI, René Revol, et proche d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, organise un enciro dans sa fête de village. Ça touche vraiment énormément de gens. Et donc, on se retrouve avec cette tribune, évidemment immédiatement instrumentalisée par la droite et l'extrême droite, qui va faire la une dans la presse pendant au moins 2 mois, plusieurs fois par semaine, du coup en opposant finalement les écolos qui ne seraient pas finalement les défenseurs de la réalité, parce qu'on souhaiterait imposer une dictature verte. Ça se solde quand même par une manifestation qui réunit plus de 10 000 personnes, entre 10 et 15 000 personnes sur la place de la Comédie à Montpellier, qui est la place centrale, où les gens viennent à cheval, avec des poignées de terre dans la main pour les déposer sur la place de la Comédie. Et la manifestation, évidemment, s'appelle le réveil de la ruralité face à ces urbains qui veulent nous empêcher de vivre comme on l'entend. Et donc, on se retrouve concrètement dans une situation où des personnalités publiques urbaines disent aux ruraux comment eux doivent vivre, très concrètement. Et donc on se retrouve dans un piège dont il a été difficile de sortir. On s'en est sorti beaucoup en ramant, en allant voir les acteurs concernés donc après coup par la bouvine, par la course camarguaise. On a parlé de conditions animales, on s'est mis d'accord parce qu'en fait il y en a aussi qui sont de notre côté. Et finalement on a avancé, mais après 3 mois de déluge dans la presse assez difficile à vivre pour nous, militants qui sortions en plus d'une campagne sur ce territoire-là. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est comment, alors que le cœur de notre programme parle de protection de l'environnement, de services publics en ruralité, de décentralisation, on nous fait passer pour les ennemis du monde rural. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils essayent de faire. Donc la question se pose, comment c'est possible en fait qu'ils nous tendent ce piège et qu'on tombe dedans ? Donc il ne faut pas se laisser imposer le match urbain-rural, surtout dans les conditions que eux établissent, parce qu'en fait, c'est le match Le Pen-Macron dans les conditions qui les arrangent. Parce que c'est bien Macron, en poursuivant la politique de métropolisation que vous avez bien décrite, qui est assez vieille, qui date des années 70, et en continuant aussi la dépossession des communes de leur autonomie et de leur marge de manœuvre, en augmentant les inégalités, en baissant les dotations, qu'il crée des inégalités très fortes entre territoires métropolitains et ruraux, ce que tu exprimais très bien avec des chiffres, et qui les pousse finalement à s'opposer au bénéfice du Rassemblement national.
Et ça, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Les grandes métropoles mondiales, européennes, seraient en compétition. Donc nous, Montpellier, on serait en compétition avec Barcelone. Donc il faudrait grossir. Ça veut dire quoi? Dépeupler, enlever des services pour les concentrer à la métropole, pour gagner cette compétition, mais laquelle? J'ai envie de dire. Et finalement, c'est les territoires ruraux qui se trouvent complètement dépossédés. Et par-delà s'ajoute l'événement dernier, le parachèvement de cette tendance qui est la ZFE, où on va dire on met tout en centre-ville, en métropole, on ne développe pas de transport en commun. Donc chez nous, c'est pareil qu'en Ariège, il n'y a pas de train, il y a une ligne de train littorale, et quand vous allez dans l'arrière-pays, qui est quand même grand, il n'y a pas de train, 0 train. Et il peut y avoir peut-être 3 bus par jour. Donc on va dire à ces gens, voilà, on vous dépossède de tout, on met le travail, on met les soins, on met tout en centre-ville, mais ce centre-ville, vous n'y avez pas accès parce que il faut vous payer une meilleure voiture. Et puis le gouvernement va dire, et puis nous, c'est pas nous, c'est les collectivités territoriales qui sont déjà la corde au cou d'un point de vue budgétaire, qui devront financer les mesures d'accompagnement. Donc effectivement, il y a peut-être une écologie punitive, une écologie libérale, si on peut parler d'écologie, qui existe, c'est celle du gouvernement, et c'est clairement pas la nôtre. Et si on prend l'exemple de l'aire urbaine montpelliéraine, de manière concrète, c'est 116 communes, qui va de Montpellier à du très rural, pour environ 600 000 habitants. La métropole, la communauté métropolitaine, c'est 31 communes pour 450 000 habitants. La présidence de cette métropole, qui va décider, pas tout seul, mais fortement, de 80% du budget de la métropole, mais qui va influencer toute l'aire urbaine, c'est une personne élue par une ville qui représente environ 300 000 habitants, c'est le maire de Montpellier. Et concrètement, lui définit finalement la politique de tout un territoire, mais pour les habitants de sa ville. Et il se trouve que ce maire a été élu sur une mesure phare, qui est la gratuité des transports. Alors comme ça peut paraître merveilleux, la gratuité des transports. S'il n'y en a pas. Oui. Et surtout pour qui? Parce que du coup, la gratuité des transports pour les résidents montpelliérains qui peuvent prendre le vélo, qui ont accès à tous les services en moins de 20 minutes, on va dire, globalement. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence? Eh bien, on va augmenter le titre de transport pour tous les non-habitants de la ville. Et oui, donc tous les usagers qui n'habitent pas là, mais qui travaillent, qui viennent se soigner, qui viennent à l'université, ben eux, ils vont payer le prix de cette gratuité des transports. En plus, on va dégrader le service, puisque du coup, on a moins de sous, il faut bien arriver à financer. Donc ça va être moins pratique, on va mettre plus de temps, et on ne va pas développer l'infrastructure, puisque ça coûte trop cher. On n'a plus de budget, puisqu'on finance la gratuité des transports pour des gens, finalement, on pourrait se demander si une tarification sociale ne serait pas simplement suffisante. Donc on se retrouve sur un territoire quasi sans train, peu de transport en commun, avec une baisse du service de transport urbain, une augmentation du prix du ticket et une ZFE qui restreint l'accès au centre-ville. Forcément, il y a de quoi être en colère, il y a de quoi créer cette fracture entre les territoires si on continue ce genre de politique. Avec une métropole riche où il y a tous les services et le droit de vote, et finalement une ruralité souvent délaissée, avec moins de services, qui finalement est indispensable parce qu'il faut bien nourrir quand même les métropolitains, mais qui n'aura pas son mot à dire. Et ça, finalement, on le retrouve aussi dans l'exacerbation identitaire que le RN tente de récupérer. Chaque territoire va avoir des identités rurales très fortes. Si vous êtes issu d'un milieu rural, moi, je viens des Cévennes, c'est costaud. Je suis Cévenol, je suis né Cévenol, voilà. Et forcément, chacun des territoires va avoir son identité. Et cette identité, avec la colère dirigée vers les métropolitains, vers cette élite qui les méprise, récupérée par le RN, ça donne quelque chose forcément de bien pour le Rassemblement national et de moins bien pour nous. Donc on réussit la NUPES des villes, on le voit. Maintenant, la question, c'est comment on réussit la NUPES des champs. Et là, déjà, on peut s'appuyer sur des exemples qui existent. Un député de la ruralité à ma droite, Sébastien Rome, député FI NUPES,
Marie Pochon, députée ELV NUPES de la Drôme, François Ruffin, qui aussi arrive à transformer finalement un vote a priori Rassemblement National en quelque chose de NUPES, mais aussi on peut saluer tous les maires ruraux. Alors chez nous, on peut par exemple nommer Pierre Pollard à Capestan ou Jean-François Caron à Los Angeles, qui se battent pour faire exister nos idées en ruralité. Et donc nos partis doivent les mettre en valeur. Aujourd'hui, on doit pousser, on a des solutions concrètes, donc maintenant il faut les faire entendre et il faut pousser ces incarnations pour améliorer cette représentation et compenser aussi l'inégalité d'accès aux médias, parce que les villes n'ont plus accès aux médias. C'est aussi parfois peut-être savoir adapter nos discours sans rien céder de notre vision politique, mais savoir adapter nos discours à l'ensemble des identités rurales. Je vous ai donné l'exemple de la bouvine, typiquement. Eh ben, la question, c'est, on sait qu'il y a des sujets qui feront clivage, comment on les travaille? On ne les envoie pas comme ça dans la presse, sans se dire quelles conséquences ça aura sur certains territoires. On les travaille avec les acteurs et avec les militants évidemment concernés, et puis les habitants concernés. Et puis enfin, rendre aux communes et aux citoyens leurs prérogatives, leur marge de manœuvre pour pouvoir changer la vie des gens et lutter contre la métropolisation, parce que c'est quand même un sujet fondamental. On le voit dans les inégalités que ça crée. Donc notre devoir à nous, militants, écologistes de gauche, c'est de ne pas nous laisser enfermer dans ces discours trop bien huilés, où les citoyens n'auraient pas d'alternative que la Macronie, qui serait finalement une vision urbaine libérale, ou une vision réactionnaire de Le Pen qui défendrait la ruralité. Et nous devons nous faire entendre par ces exemples en les soutenant et en les visibilisant. Et c'est aussi ce qu'on travaille dans le GT Ruralité d'Europe Écologie Les Verts. On organise des universités des ruralités les 6, 7 et 8 octobre à Die. Vous êtes les bienvenus, en espérant que la prochaine édition soit NUPES. Merci. Merci Julia. Alors, pour continuer cette construction de ce discours, il faut proposer des perspectives et chercher d'autres signifiants, que je viens de le dire, Julia. Et là, je me tourne vers toi, Sébastien. Quels sont les enjeux véritables de cette construction de ce nouveau discours sur la ruralité? Merci Michel. Merci au groupe Ruralité. Livré Ruralité qui a construit cette conférence, et merci pour ton invitation et de porter ces questions maintenant depuis longtemps, et je pense qu'elles sont essentielles. Et enfin, vous avez presque tout dit, hein. Je ne sais pas si je vais dire quelque chose de nouveau, mais je vais m'y efforcer. En tout cas, merci aussi Clara pour avoir évoqué ces questions-là, sur lesquelles je reviendrai. Effectivement, que la ruralité est le négatif de l'urbanité. Donc je pense que c'est essentiel, la construction intellectuelle que nous avons, en fait, de la lecture que nous avons de ces espaces-là. D'ailleurs, c'est ruralité, l'espace qui fait vivre. On aurait pu aussi appeler les ruralités des espaces qui font vivre, puisque on est sur le pluriel. Ah, voilà. Parce que c'est les ruralités, effectivement, il y a tout un tas de ruralités qui sont extrêmement différentes. Et moi, dans ma circonscription, qui est la 4e de l'Hérault, j'ai à peu près tous les gradients de la ruralité qui est du lotissement, qui est aux portes de la ville de Montpellier. C'est une circonscription qui est voisine de Julia, parce que je suis aussi dans l'Hérault, et elle est candidate sur la 3e, j'étais sur la 4e. Et puis on monte jusqu'aux Cévennes et jusqu'au Larzac, où là on est ce qu'on appelle dans l'hyper-ruralité. Et ce que a très bien dit Clara, c'est que oui, c'est des espaces où il y a de la pauvreté, où il y a de la précarité. Et souvent, les personnes qui font le choix, parce que c'est un choix, il ne faut pas parler à la place des gens, c'est bien un choix d'aller dans la ruralité pour pouvoir vivre. Parce que la première chose que l'on fait quand on a une rupture de vie, c'est de chercher un toit. Voilà, quand on perd un emploi, quand il y a une séparation, quand il faut fuir parfois un climat de vie violent au sein de la famille, on cherche une solution. Et ces espaces ruraux, elles offrent des solutions, malheureusement, souvent dans du logement effectivement pas cher, mais parfois dégradé, souvent loin, vous le savez, donc des réseaux de transport et loin de l'emploi, et ce qui fait que ça devient piégeux. Mais d'abord,
ces espaces ruraux, ils sont un espace essentiel parce qu'ils offrent des alternatives et c'est un bon choix que font des personnes quand elles y vont vivre dans ces lieux. Merci aussi à Julia d'avoir dit un point, je pense, essentiel, si on peut garder ça ensemble à l'esprit, en fait, de cette conférence, c'est que la politique libérale d'attractivité, donc de compétition entre pays, elle s'appuie sur un élément fondamental qui sont les métropoles et la métropolisation. Et qu'en miroir, l'effet que cela produit, et c'est pareil dans tous les pays, regardez-le, en Angleterre, c'est pareil aux États-Unis, l'effet en miroir, c'est de produire un discours réactionnaire qui est celui du RN en France sur le rural, en contraste avec ce discours de métropolisation. Et donc, en fait, c'est un couple qui se forme d'un point de vue pratiquement mécanique et qui nous enferme, et dans lequel il va falloir arriver à trouver un chemin pour dépasser ce clivage rural, urbain, et faire en sorte d'avoir un autre discours. Et donc, c'est l'essentiel de cette conférence. Je dirais que d'abord, le rural n'existe pas. Alors, je vais dire comme ça, mais Clara l'a dit, c'est-à-dire que l'INSEE, depuis toujours, ils ont essayé à une période de définir le rural, ils n'y sont pas arrivés, ils ont abandonné. C'est le négatif de l'urbain. Mais c'est aussi le regard et l'analyse, en fait, que l'on porte sur le rural. C'est-à-dire que les politiques publiques qui sont faites, par exemple, quand un élu local veut développer une politique publique, il va faire une politique métropolitaine, mais en plus petit. Parce que, en fait, le regard et les critères même de l'État sont ceux de l'urbanité que l'on applique dans le rural. Et même dans la lecture des statistiques, voilà, on utilise en fait le critère urbain pour lire le rural. Donc, finalement, c'est un espace qui est peu lisible, qui est en négatif du monde urbain. Et on retrouve ça aussi dans les quartiers populaires, dans les grands ensembles urbains, qui sont de la même manière des quartiers qui sont invisibilisés, c'est des quartiers qui sont parlés. C'est Bourdieu qui utilise cette expression. Il y a des habitants, il y a des personnes, il y a des territoires qui sont parlés plutôt que de parler. Ça, et Benoît Coquart, qui fait une conférence un peu plus tard, qui aussi a travaillé sur ces questions-là, qui utilise cette expression qui est extrêmement juste. Ce sont des territoires dont on parle, dont d'autres personnes parlent, mais qui sont très peu, qu'on voit très peu, hormis les clichés, vous l'avez dit, qui sont très peu visibles en fait dans l'espace médiatique. Or, je crois que les enjeux, j'en suis persuadé, que les enjeux à venir sont dans la ruralité. Les grands enjeux de souveraineté sont dans la ruralité. On les prend. L'eau, l'autonomie alimentaire, l'énergie, l'industrie. Avant, les industries en France, le tissu industriel était plutôt rural. Et quand on va réinstaller, parce que j'espère qu'on va le faire, et que la planification écologique que l'on souhaite, elle est aussi, et notre souveraineté industrielle, de réimplanter des industries, ça va se faire dans des espaces aussi ruraux, forcément. Le logement, avec les travailleurs qui font ces allers-retours, la biodiversité, eh bien, tous ces enjeux-là, ils sont dans la ruralité. Et c'est à tel point vrai que, en fait, ça nous fait penser que ces enjeux-là, ils ne fonctionnent qu'à partir de flux. L'eau, eh bien, voilà, c'est un flux, l'énergie, c'est un flux. Les travailleurs, ils sont des flux. Moi, j'ai des territoires où 80% des habitants vont travailler dans la métropole. Donc, quand on arrive à la question de la ZFE, avec le prix du transport, avec des parkings en plus qui sont extrêmement chers et assez peu nombreux, ben forcément, ça pose un problème. Et donc, il y a la métropole qui ne rend pas ce que la ruralité est en train de lui donner. Voilà. L'eau de Montpellier, elle est récoltée dans tout un bassin qui s'appelle le Pic Saint-Loup. Et si les habitants et les agriculteurs, les viticulteurs de cet espace-là ne prennent pas soin de l'eau, eh bien, les Montpelliérains n'auront pas de l'eau de qualité. Et à tel point que si on coupe tous ces réseaux, tous ces flux, eh bien, en fait, les métropoles, elles ne peuvent pas vivre.
C'est pas l'eau, c'est pas la métropole qui va produire l'eau, c'est pas la métropole qui va produire l'électricité, c'est pas la métropole qui va produire son autonomie alimentaire. Donc, il y a une fierté à vivre en ruralité parce que nous sommes l'avenir en fait, de la France et de la souveraineté, de la reprise de notre souveraineté qui est l'enjeu à venir sur des besoins fondamentaux. Et il faut avoir en tête que c'est une marque quand même du libéralisme économique d'effacer les ruralités comme on efface les quartiers populaires. Et je pense à la Seine-Saint-Denis qui est dans l'Île-de-France quand même le principal pôle qui fournit aussi bien emploi, dynamique économique, etc., qui ne profite pas toujours malheureusement aux habitants, mais ce sont des lieux de productivité extrêmement forts. Et ça, le système économique libéral l'efface pour mettre en avant et aspirer en fait toutes ces richesses et jouer le rôle de la compétitivité internationale. Mais elle efface aussi ces énergies, ces ressources de tous ces territoires-là par une sorte d'appropriation culturelle des valeurs qui se font dans l'urbain. Il y a des valeurs qui sont qu'on imagine dans la ruralité, alors qui sont ambiguës. Hein. Il y a des valeurs négatives. Voilà, la ruralité, on peut se dire, c'est des gens aussi qui veulent que rien ne change, c'est un peu réactionnaire. Il y a de la surveillance, vous savez, voisins vigilants, etc. Les gens sont renfermés, ils mettent des murs très hauts autour de chez eux, ils ne veulent pas parler aux voisins. Ça, c'est les valeurs négatives. Il y a des valeurs négatives aussi à la ville. Hein. Voilà, c'est l'insécurité, etc., etc. Mais il y a des valeurs positives à la ruralité. C'est la convivialité. C'est le fait de connaître les gens qui sont autour de soi. C'est la proximité, les commerces de proximité ou les circuits courts. C'est bien sûr l'accès à la nature, extrêmement important. C'est la coopération. C'est aussi le fait de faire avec ses mains plutôt que de consommer. Voilà, donc ça va être le bricolage. Donc tout ça, ou de la réparation, tout ça, ce sont des valeurs qu'on trouve aussi dans la ruralité. Et ces valeurs positives, en fait, observez bien, elles sont en train d'être captées par les métropoles. C'est-à-dire que font les métropoles actuellement? Elles essayent de donner, en fait, une sorte de droit au village aux habitants les plus riches qui vivent dans ces métropoles. Donc on enlève la voiture, on va mettre beaucoup plus de parcs, on va faire en sorte d'avoir les pistes cyclables. Donc on va essayer de vivre comme au village avec des places, avec des fontaines, pour pouvoir recréer des espaces de convivialité qui un peu ressemblent à de la nature et à de la campagne. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. C'est un processus qui est assez long quand on pense, par exemple, à la répartition à Paris entre... Enfin, je ne sais pas si vous êtes passé, moi ça m'est arrivé de passer entre Paris et Neuilly. De suite, c'est extrêmement vert. Et quand Mediapart a sorti un article très intéressant il y a très peu de temps sur les îlots de chaleur. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les îlots plus frais, là où il y a de la verdure, c'est là où il y a le plus de personnes qui ont des revenus importants. Et donc, c'est toujours, l'écologie, elle a toujours ce lien, en fait, elle est toujours captée, historiquement, par les classes supérieures. Moi, sur mon territoire, à Lodève, petite ville, 7000 habitants, sous-préfecture, centre-ville paupérisé, il y a 2 rivières. Les rivières étaient utilisées de manière industrielle parce qu'on y lavait les textiles, etc. Mais les châteaux, ils ne se retrouvent pas, ils sont en amont, ils ne sont pas en aval. Donc l'accès à la nature, c'est un enjeu de lutte des classes. Et avoir accès à la nature, avoir accès à un coin vert,
c'est pour les riches. Attention, c'est pas pour les pauvres, parce que les pauvres, en fait, ou par exemple dans les quartiers populaires, on va éviter de mettre des arbres parce que, eh bien déjà, ça salit, donc il va falloir mettre en plus des employés pour pouvoir nettoyer, etc. Mais en plus, ça peut cacher les caméras qui ont besoin de filmer, parce qu'il faut pouvoir contrôler. Donc, c'est un enjeu extrêmement important, et ces valeurs-là, elles sont captées, c'est les valeurs de la ruralité qui sont captées par les villes. Mais ces valeurs positives, c'est celles en fait, qui sont les nôtres. Ces valeurs de la coopération, du faire, de la convivialité, de la proximité, c'est celles de notre programme. Donc, il est extrêmement important d'aller chercher ces valeurs pour pouvoir commencer cette lutte avec le Rassemblement national qui, lui, ne va chercher que les valeurs négatives de la ruralité en disant, ben voilà, on n'a pas envie de se faire emmerder. En fait, le gros de la stratégie rurale du Rassemblement national, elle a été donnée par un parti qui est aux Pays-Bas, qui est en train de monter extrêmement fort, qui est le Parti de la ruralité. Et le Parti de la ruralité, en fait, il a deux axes. C'est un, on n'est pas là pour se faire emmerder par les écolos. Voilà, on l'a. Ici, les insoumis en France aussi, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est la même chose. Et le deuxième pilier, c'est, bon, il y a le changement climatique, effectivement, mais on va trouver une solution technique pour pouvoir y répondre. Voilà, ça, c'est les deux piliers. Et donc, nous, on a à aller chercher en fait, les valeurs positives de la ruralité pour les mettre en valeur. Et il y a énormément de choses qui se passent en ruralité. Je vais prendre, par exemple, dans ma circonscription, on a une coopérative ostréicole, j'y arrive, qui est en train d'être montée sur le bassin d'Auto avec 200 ostréiculteurs qui commencent à travailler ensemble. Voilà, ça c'est un élément positif. Il y a des associations qui se montent pour installer un bar, pour une épicerie solidaire. Je pense à Saint-Étienne-de-Gourgas ou à Loré, par exemple, où il y a un bar comme ça. Un Fab Lab à Claré, je fais exprès de vous donner des noms que certainement beaucoup ne connaissaient pas, parce qu'en fait, ce sont des éléments en fait, extrêmement positifs et ingénieux qui se déroulent en ruralité. Je pense à énormément de tiers-lieux, au tiers-lieu du Cos de la Selle, que tu connais bien, Julia, ou l'expérimentation territoire zéro chômeur, qui est dans notre programme la garantie d'emploi, qui est l'expérimentation de la garantie d'emploi, qui se déroule dans ma commune de Lodève et qui est un élément extrêmement important en fait, de la reprise en main de son propre espace de vie. Je donne une anecdote là-dessus. Lors de la création de cette garantie d'emploi territorialisée, les 80 premiers emplois qui ont été créés, eh bien, il y avait une seule personne qui avait une voiture. Donc ça donne la mesure de la difficulté qu'il y a avec cette question de la mobilité, mais 80 emplois de personnes qui sont utiles dans le territoire. Ça veut dire qu'il y a bien de l'activité, il y a bien du travail qui est possible sur ces territoires-là, et il faut s'organiser pour que ce travail soit possible, et ce travail, justement, généralement, il est tourné autour de la transition écologique de manière extrêmement importante, et donc et répond aux enjeux que j'ai décrivés tout à l'heure. Alors, je vais conclure avec, il faut lever les freins. Il faut lever les freins dans la ruralité. Alors, bien sûr, il y a des freins qui sont connus, qui sont l'accès à la santé qui est dégradé, qui est la mobilité, qui sont les services publics qui reculent, bien sûr, la culture, et Michel t'y a travaillé. Mais je voudrais insister sur l'imaginaire. Je pense que le premier frein que l'on a, c'est l'imaginaire. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des espaces qui sont dominés, qui sont parlés. Et donc, ça, c'est un héritage aussi de la stratégie de faire de la France un pays du tourisme, et donc un pays de contemplation pour les gens qui ont le plus de moyens. Et donc, c'est un réservoir d'images, la ruralité. Alors que notre travail, c'est de montrer que c'est un réservoir d'acteurs en fait du changement à venir et de l'égalité à venir. Alors, c'est pas le seul, c'est aussi, on partage ça, et ça je le crois très fort, on le partage avec les quartiers populaires de grands ensembles des grandes villes. Ils ont les mêmes problèmes que les ruraux.
mobilité, accès aux soins, enfin tout ce que j'ai décliné, on les partage ensemble. Et puis même, ce sont souvent les mêmes personnes qui vont d'un espace à l'autre, puisqu'en fait, quand on a une difficulté, que je le disais dans la vie, on peut aller dans l'espace rural parce que les loyers sont moins chers et qu'on y a de suite accès et qu'il n'y a pas une liste d'attente de 4 ans ou de 5 ans pour avoir un HLM. Et puis après, on peut y avoir accès. Ou alors, on vit en HLM dans une grande métropole et puis on a un emploi stable. Alors, on va aller dans ces espaces-là. Donc, en fait, il y a un même peuple populaire qui passe dans ces espaces à l'autre. Et donc, on ne peut pas les opposer, nous qui sommes de l'Union populaire et qui travaillons à l'Union populaire. C'est un enjeu essentiel pour pouvoir gagner et faire en sorte que notre programme et nos idées et ceux qui sont aussi portés par la ruralité puissent s'imposer. Alors, j'avais envie de conclure ruraux de tout le pays, unissez-vous, mais finalement, travailleurs et sans emploi de tout le pays, unissez-vous. Merci Sébastien. Alors maintenant, la séquence des questions-réponses. Alors je vais vous demander de poser des questions courtes et nous nous engageons, chers amis, à faire des réponses courtes, moi y compris. Voilà, on va prendre on va prendre une série, si ça vous va, de 4 ou 5 questions. Oui, là-bas. Et donc, Caro, 5 questions max et on passe aux réponses, d'accord? Merci. Et je vais alterner un homme, une femme. Et évidemment, on va commencer par un adulte, la gauche, un enfant. toujours à gauche. Bernard des Hautes-Alpes, anciennement animateur éducation populaire agricole dans l'Hérault, au CIVAM. Voilà. Oui. Donc, une question et un conseil. Mais que font notre représentation rurale au Sénat? Qu'est-ce qu'ils font les sénateurs pour qu'on en soit venu à se poser la question sur la ruralité? Ça, c'est ma question. Le deuxième, ce serait un conseil à notre cévologue de service. Pour connaître ce dont on parle, il fallait chausser les baskets et les jeans et descendre dans l'arène de la bouvine. Voilà. Alors, une femme. Une femme qui a une question. Merci pour cette conférence riche. On a parlé de milieu rural par opposition au milieu urbain, un pourvoyeur d'emploi. Et l'emploi reste quand même le nerf de la guerre en milieu rural. Clara nous a dressé un tableau de la pauvreté en milieu rural. Aujourd'hui, on voit se développer... question, il faut aller vite. Certaines villes, certains maires sont amenés à trouver des entreprises qui viendraient s'installer sur leur territoire pour créer de l'emploi. Et on voit se développer, que ce soit dans ma commune, milieu rural, à la sortie d'autoroute, des plateformes logistiques. Et l'autre nerf de la guerre, c'est le foncier également. Qu'est-ce qu'on peut, opposer à cette politique des plateformes logistiques qui s'installent dans nos milieux ruraux, qui défigurent nos paysages? Bonjour à tous, Adrien du Jura. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire que les ruralités sont asservies au pôle métropolitain, aux métropoles? La question, c'est par rapport au... Donc, on a parlé bien sûr beaucoup de social aussi, mais par rapport à la biodiversité, la protection de la biodiversité, de la nature, etc., de l'environnement.
je voulais savoir quelle était l'évolution de la prise en compte ce qu'on appelle les pastilles, des stécales ou ces zones protégées, non constructibles, où on peut évoluer sur de l'habitat. Justement, là, on vient en lien avec ces autres alternatives de logement, sur des hameaux légers. Je pense à l'association Hameaux légers qui travaille énormément avec les collectivités. Et est-ce que ça se développe ? Et moi, j'en vois l'intérêt, bien sûr, énormément, mais je voulais savoir si c'était en voie de développement quand même, ce genre de... Oui, bonjour, Bernard de l'Aveyron. Je viens d'un gros département agricole du sud-ouest et j'ai trouvé que dans vos propos, on a beaucoup réduit la ruralité et peu parlé de l'agriculture. Que faire dans les départements agricoles ? Souvent, c'est la droite qui les tient d'ailleurs, ou en dehors, même si l'emploi agricole diminue, il y a quand même toute une industrie en amont et en aval et beaucoup de gens en lien avec ce monde agricole. Est-ce que la France insoumise n'aurait pas intérêt à avoir un pôle agricole fort et un discours agricole fort, même si c'est un peu utopique de récupérer les départements agricoles, au moins d'avoir un contre-discours puissant. C'est bon. À vous. Merci en tout cas d'avoir fait l'effort de poser des questions courtes. Je vais les rappeler pour nos 4 intervenants. La question de la ruralité pour les sénateurs. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question des plateformes, notamment Amazon. C'est un petit peu ce que tu voulais dire. La troisième, c'est est-ce que les ruralités sont asservies aux métropoles ? La quatrième, qu'est-ce qu'on fait des pastilles écolo ? C'est-à-dire, tu veux parler des zones Natura 2000 ou des choses comme ça ? Est-ce qu'on peut construire des habitats légers dessus ? C'est ça ? Oui. D'accord, ok. Et l'autre côté, c'est est-ce que la France insoumise s'occupe d'agriculture ? Alors pour celle-là, je vais juste te dire, il y a un livret agriculture à la France insoumise. Alors, eh ben, il suffit, vas-y, il peut être enrichi, et voilà. Qui veut répondre à la première sur les sénateurs, sur la ruralité ? Peut-être Sébastien, parlementaire, bien fait pour toi. Oui, sur les sénateurs que font nos sénateurs. Oui, court aussi. Que font nos sénateurs, ben, ça dépend. Hein. Il y en a qui y travaillent, il y en a qui y travaillent pas. Moi, dans mon département, il y en a un avec qui j'arrive à travailler, les autres, je n'arrive pas à travailler. Voilà. Il se trouve que celui avec qui j'arrive à travailler, bien, il n'a pas d'étiquette et il est viticulteur. Donc voilà, on arrive à discuter. C'est un républicain au sens le plus ancien du terme. Sur ce qui est de la bovine, alors moi, j'avais aucun intérêt à me mettre dans cette histoire-là, puisque sur mon territoire, en fait, il y a très peu d'impact, il y en a un peu, mais je m'en suis mêlé parce que justement, je ne voulais pas céder au RN et les laisser seuls sur ces questions-là, d'autant plus que, en fait, dans ma vie personnelle, en fait, je suis un enfant qui est né dans ces territoires, dans ce territoire-là. Moi, je couru derrière les vachettes, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose que je connais. Mais oui, il ne faut pas laisser ces questions d'identité de territoire, il ne faut pas les laisser parce qu'elles sont extrêmement riches et elles peuvent ouvrir justement au monde. Il faut savoir que, je termine avec ça, les principaux champions de la bovine, des courses camarguaises, eh bien, ce sont des noms qui ont des consonances qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Donc c'est de formidables vecteurs d'intégration. Oui. Non, simplement parce que, à ta question, merci du conseil. Alors, on l'a fait, hein. Évidemment, même on allait plus loin. Quand il y a eu ça, on a travaillé pendant plusieurs mois avec la Fédération française de la course camarguaise pour établir une position commune sur la condition animale, voir les pistes qu'on pouvait travailler ensemble. Et on a fait adopter au niveau régional, nous à ELV, c'est comme ça que ça passe, on a fait voter une position officielle sur la bovine pour ne plus se retrouver dans ce genre de cas. C'est un exemple qui m'a semblé particulièrement intéressant parce que le mal était fait. Donc même si on l'a rattrapé derrière, voilà, simplement. Merci.
Oui, moi je rajoute un truc sur les sénateurs. Je vais vous raconter l'anecdote d'un sénateur qui s'ennuyait très fort au Sénat. Un sénateur socialiste qui, lui, a inventé le concept, et tu dois le savoir, de l'hyper-ruralité. Alors, je ne sais pas vous, nous, on est dedans. Donc, ça veut dire que déjà, ruralité, au niveau péjoratif, il y a déjà un truc, mais hyper-ruralité, là, plus beaucoup de gens à sauver, là. Donc, voilà. Donc, non, sinon, au-delà de ça, les sénateurs aujourd'hui, regardez les sénatoriales qui s'annoncent. Nous avons été, nous, exclus de toute alliance. Donc, à partir de ce moment-là, pour que le discours change, on a quelques camarades de l'Alliance NUP qui seront sénateurs, j'espère qu'ils vont faire changer les choses. Mais pour les PS établis dissidents d'Elga, pour les LR, pour l'AREM, pour le RN, le discours actuel convient parfaitement. Et ils ne vont pas le changer. Hein. C'est-à-dire que ce sera charge, pêche, nature et tradition, basta. Voilà pour les sénateurs. La deuxième question, c'est sur les plateformes, alors notamment les plateformes logistiques, mais Amazon. Qui veut répondre à ça ? Julia. Alors, je ne sais pas si j'aurai une réponse complète ou toute faite, mais moi, comme ça, ce que ça m'évoque sur les plateformes Amazon, en fait, c'est avant tout le modèle d'économie que ça représente. Et là, finalement, peu importe si elles sont en ruralité ou en urbanité, c'est quel est notre modèle économique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire venir par des commandes Internet des biens matériels qui viennent du monde entier à bas prix? Personnellement, je ne suis pas sûre. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est comment on relocalise l'économie. Et en fait, si on la relocalise, on n'aura pas besoin de ces méga plateformes Amazon. Après, ça pose aussi quand même la question du transport de fret, du transport multimodal. Et là, par contre, comme on ne fera pas tout localement non plus à 100%, oui, aujourd'hui, on a besoin d'évoluer là-dessus, mais non pas par des plateformes reliées par l'autoroute, mais par du transport de fret par le train et par réduire énormément les consommations carbone que peut avoir ce secteur qui est extrêmement fort. Oui, je dis un petit mot rapide parce que c'est exactement un exemple de ce que je dis où en fait on colle l'idée d'attractivité, de compétition entre les territoires pour faire venir des entreprises alors qu'on ne développe pas les acteurs de terrain qui déjà créent des choses. Voilà, donc ça c'est le type d'exemple. Et sur les plateformes, moi je salue le travail que fait Alma Dufour et qu'elle a fait de lutte contre l'installation des grands entrepôts Amazon. Et bien au cours de ce travail-là, en fait, qu'on mène aussi dans nos territoires, eh bien on a des alliés. Et ce sont les petits commerçants. Et en fait, on se rend compte et eux se rendent compte qu'on a des combats communs et qu'on a des valeurs communes. Et c'est ce qu'il faut valoriser, c'est qu'un commerce dans un village, c'est pas qu'un commerce, c'est pas qu'une personne qui fait de l'argent. C'est aussi quelqu'un qui remplit une fonction sociale et ça, on l'a en commun. Merci. Sur les plateformes. Alors sur la troisième, sur les ruralités asservies aux métropoles. Clara. C'est pour moi. Ouais, ça rejoint en fait la question des plateformes. Enfin, je crois que les deux questions sont liées. Donc asservies, je ne sais pas si j'aurais employé ce mot-là. Moi, je vais me tourner comme tout sociologue vers Bourdieu. Je suis très contente de ne pas être la première à l'avoir cité cet après-midi d'ailleurs, mais qui expliquait que en fait, l'espace a tendance à s'unifier autour des réalités dominantes des grandes villes et des métropoles, et que derrière ça, et Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, il y a une compétition territoriale qui se met en place et qui se met en place sous un sceau qui est employé dans les petites villes et à des échelles territoriales diverses, qui est le sceau de l'attractivité. Donc il faut lutter pour proposer des villes attractives. Donc attractive, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner en pouvoir symbolique ou gagner en pouvoir économique ou progresser dans cette échelle du pouvoir symbolique et économique face aux métropoles. Donc attirer des plateformes logistiques, ça peut être le signe non seulement qu'on a de l'emploi, mais aussi pour des communes ou pour des départements, que symboliquement, on est plus gros, enfin, qu'on attire des firmes et des entreprises qui sont importantes. Donc ça donne non seulement du poids économique, mais aussi du poids symbolique. Donc pour répondre à la question, est-ce que la ruralité est asservie? En tout cas, la ruralité est dans un rapport de force avec
et dans des rapports de domination avec les réalités économiques, symboliques, et le pouvoir économique et symbolique qui sont, la définition des métropoles, c'est lieu de concentration du pouvoir économique, politique, symbolique, etc. Puis vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, mais du coup, les petites villes et les ruralités ont en fonction de leurs moyens, s'engagent dans ces rapports de force-là, dans cette compétition-là, ce qui peut conduire à ce genre de projet économique. Merci Clara. La 4e question sur les pastilles écolo. Je vais vous passer la parole, je vous dis juste une anecdote. Les élus, les petits élus, les grands élus, enfin des élus de petites communes par exemple. Je fus conseiller municipal de ma commune, de ma mégalopole de 90 habitants, et la préfecture nous avait demandé de faire une délibération contre une yourte qui s'était implantée dans un endroit, et pas forcément habitat 2000, mais la doxa générale veut que normalement, si tu dois habiter, il faut faire du béton. Ou alors, oui, il faut essayer de mettre, il faut faire un toit, il faut faire du dur, des trucs comme ça. Alors, ils nous ont demandé de faire une délibération. Nous avons fait une délibération de soutien à la yourte. Voilà. Donc, qui veut parler de ça? Non, en fait, ton exemple est parfait, parce que je n'allais pas dire autre chose, parce que là, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément un développement de ce type d'habitat mobile léger qui peut s'installer. On est plutôt dans une stratégie, et c'est toujours l'ancien regard qui pèse, eh bien, on parle de cabanisation, en fait, et donc où on va déloger les gens, mais on n'oublie pas. Enfin, on oublie en fait qu'il y a un problème du logement qui est extrêmement majeur et que les gens n'ont plus accès, que ce soit en termes de loyer ou de logement décent, eh bien, à des lieux pour vivre. Et donc, effectivement, ça existe, mais c'est très peu utilisé. Super. Et une bouteille à la mer pour les parlementaires qui sont là. Il y a vraiment un problème législatif sur ces habitats légers. Ça mériterait une PPL. Sur la problématique agricole, moi je réponds, il y a un livret agricole. Est-ce que quelqu'un veut répondre autre chose? Nous, on a un livret agriculture. Voilà, bienvenue dedans, hein, si jamais. Ah ben, je suis pas dedans, moi. On a une proposition d'agriculture écologique, bio. Il y a qui participent à la transition écologique. Il y a des gens qui travaillent, voilà. Et des agriculteurs. Et puis, tu sais, comme dans certains endroits, ouais, tu veux répondre peut-être un peu. Et comme dans certains endroits, là, ceux qui nous ont beaucoup aidés là-dessus, c'est nos camarades de la Confédération paysanne, notamment. Tu voulais répondre peut-être. Alors, attends, s'il te plaît. Si c'est pour surenchérir, on va refaire un tour de questions. On refait un tour de questions. Donc, tu seras la première sur le dernier tour de questions parce qu'on doit rendre la salle à l'heure. Questions courtes, réponses super courtes. Alors du coup, je vais en profiter parce que je vois que les gens commencent à partir. On a un temps de rencontre du livret ruralité avec des députés qui viennent nous présenter un projet qu'ils mettent en place. C'est tout à l'heure à 17h30, juste à côté. C'est ouvert à tous les militants. Salle Le Duc, juste à côté. Et puis voilà. Et ça permettra aussi de répondre à des questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de le faire. J'ai promis au monsieur que c'était lui le premier. Et ce sera la première, madame. C'est gentil. Merci beaucoup pour cette conférence enrichissante. Alors, je l'ai écrite pour faire le plus court possible. Moi, c'est Milton. On a un président de la République qui a fait le pari que pour défendre la ruralité, il fallait céder à toutes les pressions du lobby de la chasse. Or, quand on regarde les chiffres, seuls 2% des ruraux chassent et 75% sont contre la chasse tous les jours. Parce que ce sont les premiers qui sont confrontés aux abus de la chasse notamment et à l'insécurité liée à la chasse. Donc il y a dans ces territoires un profond déséquilibre démocratique entre l'intérêt général et l'intérêt de quelques chasseurs. Et la question, donc qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que l'intérêt général soit mieux écouté dans ces territoires? Merci. Oui, donc, pour revenir du coup sur l'agriculture, sur la question de l'agriculture, donc particulièrement en Aveyron et en Lozère, le programme il existe, c'est sûr, mais il est très peu lisible pour des territoires qui sont vraiment sous l'emprise plutôt de la FNSEA et de la droite. Donc c'est un petit peu là où on est vraiment coincé.
sur la communication et comment on peut faire pour faire vraiment passer le message. Et peut-être aussi rassurer les agriculteurs sur le fait qu'il y a des alternatives possibles en fait à tous ces produits, tous ces pesticides qui peuvent... enfin, ils en sont complètement dépendants en fait. Hein. Voilà. Deux petites questions. Tout d'abord, la question des métropoles me fait sourire parce que moi je viens de Grenoble, on a plutôt l'impression que c'est la ville-centre qui se fait déposséder de sa capacité à agir par la métropole qu'on ne contrôle pas. Finalement, les métropoles, c'est peut-être un truc pourri qu'on peut dissoudre quelque part. Je pense que ça serait plus simple pour tout le monde. Mes deux questions portent sur, en fait, d'une part, la question du reste à vivre, puisque, en fait, on constate qu'en ville, par exemple, on a beaucoup de transports, on a beaucoup de facilités de déplacement à vélo. Quand on est en milieu rural, très clairement, dans certains coins, si on n'a pas la voiture, on peut juste pas se déplacer, pas aller faire ses courses, pas participer à des activités culturelles. Est-ce que c'est pas quelque chose qui contraint différemment les classes populaires? C'est ça ma question. Et ma deuxième question, c'est plus pour nos intervenants politiques pour le coup. Est-ce que quelque part, dans nos dernières campagnes électorales, notre discours à l'intention des classes populaires ne s'est pas trop focalisé sur les classes populaires urbaines, à savoir les classes populaires des quartiers populaires, des grandes villes et des grandes agglomérations? Est-ce qu'on n'a pas par trop négligé les classes populaires des zones rurales? Et comment justement transformer notre discours pour faire en sorte qu'on soit enfin majoritaire dans ce pays? Bonjour, Sabine Lalande. J'avais une question qui était plus liée à l'attractivité, notamment des petites villes rurales, et qui était liée à la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Et comment est-ce qu'on gère les deux ensemble? Ça, c'est une question que nous posent beaucoup les maires ruraux et pas que. Et c'est aussi là-dessus que surfe la droite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir l'adapter, comment est-ce qu'on peut dire que cette loi s'adapte exactement à la même chose sur des grandes métropoles que sur des petites, que sur des villages, et comment est-ce qu'on adapte tout ça. Et du coup, je surfe sur les hameaux légers pour dire qu'il est inadmissible qu'on mette la même imperméabilisation sur une yourte que sur une villa bétonnée, etc. La dernière, il y aura forcément des... Mais oui, mais lui aussi... Ça, c'est vrai. Oui, par rapport au problème que posait Julia et qui a été repris par le camarade de Grenoble, là-bas, comment faire en sorte que les campagnes et la ruralité votent plus pour nous que pour le Front National? Je crois que c'est aussi une question de... C'est pas tellement une question de discours, c'est aussi une question de militantisme. Et je pense que les groupes d'action de la France Insoumise qui sont dans les villages, c'est une cheville ouvrière pour militer sur place dans les petites communes, y compris les petites communes rurales où ces groupes existent. Mais au-delà, si on se place dans le cadre de la NUPES, moi je suis dans un village à côté de Montpellier, dans la 3e circonscription de l'Hérault, où on a créé un groupe NUPES. Où dans ce groupe NUPES, il y a des camarades du PCF, des camarades d'Europe Écologie Les Verts, des camarades de LFI, ce groupe est actif pendant les périodes électorales, et la prochaine période électorale, c'est notamment les élections européennes. Mais si nous, on fait l'union à la base, on aimerait bien aussi qu'au sommet, cette union, elle dure. Et ça, c'est peut-être un message à porter au niveau des appareils. Parce qu'aux prochaines élections européennes, nous, les écolos d'un côté, et les communistes de l'autre et LFI de l'autre, on va faire 3 campagnes différentes, et ce groupe qui existe et qui était uni, il va se dissoudre de fait. Et pour les prochaines échéances électorales, eh ben, peut-être on aura plus de difficultés à se mettre ensemble. Je m'excuse, mais là il faut t'arrêter parce que tu es en train de reprendre tout le temps de réponse. On a compris ta question. Voilà, merci. Alors, la première question, c'est sur la chasse. Qui veut répondre? Sébastien Rome, je dis le nom pour ceux qui... Donc voilà, moi on me disait toujours, élu local, il faut être du bon côté du fusil. Donc voilà. Et non, sur la chasse, je crois que c'est une question qui est instrumentalisée d'un point de vue national et qui sert justement à faire du clivage
Il faut sortir de là. Et à mon sens, si on veut réellement répondre à ces questions-là localement, il faut pouvoir redescendre d'un niveau et donc dépassionner ces débats et faire en sorte que les gens dialoguent sur les territoires. Donc, la stratégie, c'est de faire descendre ces questions-là à un niveau qui est inférieur que le national dans lequel c'est instrumentalisé. Merci Sébastien. La deuxième, portée sur l'agriculture. Alors, malheureusement, comme c'est qu'une question vraiment très très interne, moi j'ai envie de dire, investissez le livret agriculture. Nous, dans le livret ruralité, on parle d'agriculture, mais il y a un livret spécialisé sur l'agriculture. Il faut l'investir et dire, ben moi je veux prendre part à ça, je veux, voilà, c'est la seule réponse que je puisse vous donner en l'état, qu'on puisse vous donner en l'état. Voilà. Sur la troisième, est-ce que les classes, on n'a pas trop focalisé sur les populations urbaines? Tu veux répondre, Julia? Sur la deuxième partie. Ou toi? Il y avait une question sur les budgets des ménages. Avec. Oui, eh ben tu veux? Ouais, court, hein? Court. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question sur les restes à vivre, mais globalement, ce que j'ai compris, c'est que est-ce qu'être pauvre, c'est pas plus difficile à la campagne qu'en ville? Je traduis comme ça. C'est oui et non. À la fois, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des coûts qui ne sont pas pris en charge par les services publics en milieu rural. Les transports, les difficultés d'accès aux services publics, etc., etc. Et en même temps, les espaces ruraux sont aussi des espaces de ressources et des espaces qui permettent ce qu'on appelle le travail de subsistance des personnes qui rencontrent des situations de pauvreté, style jardinage, chasse, travail au noir, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui participe aussi à faire de la pauvreté une autre réalité dans ces espaces-là. Je réponds vite, pardon. Merci Julia. Juste un mot sur la focalisation sur les populations urbaines, c'est-à-dire que classe populaire, on a eu un gros truc sur les quartiers populaires effectivement, et comme l'ont très bien expliqué Sébastien, Julia, Clara et moi un chouïa, c'est que en fait les classes populaires, on les retrouve aussi bien dans les quartiers populaires qu'en ruralité, mais c'est le mot ruralité qui n'a pas été très prononcé effectivement. Sur l'autre question, c'est la ZAN en ruralité. ZAN. Julia, peut-être tu n'as pas répondu. C'est ça que tu voulais, toi? Moi, je voulais parler sur comment on gagne. Comment on gagne, d'accord. Donc, ZAN. ZAN très très vite. ZAN en ruralité. Loi urbano-centrée. Très urbano-centrée. Quand on est dans l'Assemblée nationale, eh bien, on voit des lois urbano-centrées, notamment sur les directeurs d'école. Quand j'y étais, j'ai dit à Jean-Michel Blanquer, je sors, je ne suis pas concerné. Il voulait une décharge d'éducation pour des écoles de 8 classes. On n'en a pas en Ariège, je crois qu'en entier, on en a peut-être 3. Donc, à partir de ce moment-là, les ZAN, comme les ZFE, sont des lois urbano-centrées qui excluent une très grande partie du territoire. Si quelqu'un veut prendre quelque chose là-dessus? Voilà. Et comment faire pour gagner NUPES dans les prochaines? Eh bien, Julia, c'est bien que ce soit toi qui réponde. Alors, deux choses. D'abord, juste simplement, comment gagner tout court. Pour moi, alors, je vais témoigner de ce qu'on fait pour le coup à Europe Écologie Vert avec le GT Ruralité. On a le problème de luxe d'avoir beaucoup d'élus finalement de métropole qui sont des émetteurs et donc une image qui en conséquence est très urbaine. Ce qu'on essaye de faire là, typiquement, c'est de repartir de la base, à savoir comment on milite en milieu rural, sachant que c'est difficile. Donc, on a lancé un cahier des doléances d'abord de nos militants en ruralité pour savoir qu'est-ce que le parti peut faire pour les aider. Et souvent, la difficulté, ça va être l'isolement, soit parce qu'il n'y a personne, soit parce qu'ils sont très loin, mais en fait, c'est la même chose. Les moyens et l'accès aux médias. Et en fait, comment faire adapter notre discours, c'est aussi changer d'émetteur. Et que les émetteurs des métropoles fassent attention aux messages envoyés sur l'impact sur les territoires ruraux. Non, mais c'est un peu mon message de tout à l'heure, c'est-à-dire la problématique aussi, c'est que souvent on va penser à ces électeurs, donc finalement au centre-ville. Eh ben oui, mais attention, il y a des territoires où voilà, ça a des conséquences fortes. Donc pour moi, déjà, pour nous, la base, c'est quand même faire remonter aussi, parce qu'on a des gens sur les territoires ruraux qui se bougent, qui font des choses super, c'est leur faire une place et les entendre et leur donner accès, parce que pour eux, c'est plus difficile. Encore une fois, l'accès aux médias. Et enfin, pareil, alors sur la question de l'union,
hyper importante par ailleurs en ruralité encore plus. Non, mais là, c'est parti. Pour moi, je le vois plutôt d'un point de vue qu'est-ce qui est à ma main en tant que militante, quelles sont mes marges de manœuvre. Pour moi, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la NUPES continue à exister. Et donc, oui, mais du coup, il y a aussi, parce que c'est comme ça part comme ça part, il y a aussi, nous, il va falloir qu'on arrive à faire en sorte que le discours marche, tant bien que mal, avec les choix qu'on fait, notre direction de parti. Mais moi, sur le terrain, je vais être très proactive à essayer de faire du liant, parce que c'est la seule chose que nous, militants, on a à notre main, je crois. Ok, Sébastien, très court. Non, merci, Jules. Pour dire que c'est là aussi sur la question de comment on fait pour gagner, etc. Le discours qui est que urbain, mais en fait, on a gagné en ruralité. Ça, si, on a gagné en ruralité. Regarde, je suis là, il y a beaucoup qui a gagné. Je sais que toi, tu as été battu. Effectivement, pas que toi, bien évidemment. Mais on a progressé en ruralité. On a maintenant une vingtaine de députés qui sont issus de la ruralité. Et ils portent des discours. Et si on prend la NUPES, ils sont beaucoup plus nombreux. Et comme il y a ces représentations-là qui vont émerger, eh bien, ces discours-là, ils peuvent être entendus. Et si on veut gagner en ruralité, il y avait une conférence, celle de Léo Walter, c'est comment faire campagne à la campagne. Et on peut saluer le travail qu'il fait notamment dans les Hautes-Alpes. Ouais. Il y avait un atelier hier, j'allais justement le rappeler, Léo, je ne sais pas s'il est par là, qui fait, avec une fiche qui va à venir, qui sera comment gagner en ruralité, puisqu'il y avait un groupe de travail là-dessus. Voilà. Et puis au niveau des émetteurs, je suis assez d'accord. Je pense que, je l'ai dit moi depuis longtemps, c'est que ce serait pas mal qu'au niveau national, on ait des émetteurs ruraux, pour parler de la ruralité, et même d'autres choses, j'ai envie de dire, et même d'autres choses, mais des émetteurs ruraux, ce serait une pluralité géographique. Voilà. Et après, bon, je suis assez d'accord. Dans le nombre, on a plus de députés en ruralité qu'en 2017. Je suis assez d'accord, mais il faut faire un constat quand même honnête, c'est-à-dire qu'il nous manque quand même des choses en ruralité. Il nous a manqué des choses, et alors qu'on a d'énormes propositions depuis un bon moment. Moi, ça fait depuis 2017, j'ai été député de 2017 à 2022, j'ai tanné tout le monde sur la ruralité. C'est un espace, écoutez, il nous manquait 0,5 pour être au second tour. C'est un espace où on va les trouver, ces 0,5. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, ce que je regarde, c'est devant. Vous étiez salle comble ici, il y a 5 ou 6 conférences ou autres de la ruralité pendant ces amphis. On en parle beaucoup. J'ai des journalistes qui me demandent pourquoi, alors pourquoi. Quand ils me posent la question pourquoi vous parlez de ruralité, parce que vous étiez en retard, je dis non, pas du tout. C'est qu'on a justement beaucoup de choses à dire, alors on vient les dire. Voilà. Et maintenant, juste, il faut être entendu. Voilà. Merci à toutes et à tous.